Vous écoutez Piste ouverte face à face. Nolan vous emmène au cœur du paddock pour une rencontre au plus près de l'action. Au plus près de celles et ceux qui vivent la course. Bonne écoute. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Alors, je m'appelle Julien, je suis moniteur pilotage à la base. Mon nom, c'est Guyot et je travaille dans le monitorat depuis maintenant presque 15 ans. D'accord. J'ai eu la chance de travailler sur la terre, chez Drive Control, sur la glace, sur la boniche et la plant ice driving, sur circuit avec aussi bien des clubs que des clients, chose que je continue à faire. Et maintenant, depuis à peu près 2 ans, en plus de continuer d'intervenir dans le réel, aux côtés des gens, je m'applique beaucoup dans le sim racing. Tu as accroché au début dans le sim racing, toi qui est c'est très simple. du réel en fait, tout simplement de la vraie En vie. fait, c'est très simple. C'est quand tu es un moniteur de pilotage, si tu es un bon moniteur de pilotage, tu n'as pas besoin de prendre le volant pour que l'autre progresse. C'est comme à l'école, si la maîtresse, elle écrivait à ta place, tu ne progresserais pas beaucoup. Donc en fait, moi, je me suis toujours attaché à être à droite et arriver à faire progresser la personne sans avoir à prendre le volant. J'ai bien évidemment parfois dû prendre le volant. Oui. Et pour moi, c'est comme si quand tu bricoles, tu prends le marteau. C'est mauvais signe. Donc pour moi, j'ai toujours fait ça comme un échec quand tu dois conduire pour que l'autre comprenne. Et puis dans mon métier de moniteur, Oui. il y a aussi des fois des gens qui te saisissent le moindre prétexte pour prendre le volant parce qu'ils ont envie de rouler. Moi, pourquoi j'arrivais à pas avoir ce réflexe ou ce manque ou cette frustration, c'est parce que chez moi, j'avais un simulateur et que je pratiquais le sim racing de manière régulière, assidue et passionnée. Et donc, quand je suis dans une voiture en train de travailler comme moniteur, je ne suis pas frustré de ne pas être au volant. C'est-à-dire qu'avant de travailler... Est-ce que tu arrives à mettre dans la même bulle? Ou en tout cas, Ouais, bien sûr, quasiment. bien sûr. En tant que moniteur, si tu veux, j'avais comme hobby Ouais. le simulateur. D'accord. Parce que tu sais, quand tu te fais un travail qui est en lien avec ta passion, qui moi est la pédagogie et le pilotage, il te faut trouver des nouvelles passions. Donc le simulateur, il a pris de plus en plus de place et c'était quelque chose de vraiment extrêmement plaisant pour moi. Petit à petit, des gens que j'avais comme clients dans le réel étaient mes clients quand je fais l'instructeur, m'ont demandé conseil pour les accompagner dans leur choix de matériel. Et là, je l'ai fait naturellement une fois, 2 fois, 3 fois, jusqu'à ce que finalement, ils me disent, mais tu sais, ce que tu fais, c'est d'un niveau professionnel, c'est-à-dire dans la découverte du besoin, Oui. dans le conseil des solutions, de donner un large choix, libre, et dont le seul but, c'est que la personne soit satisfaite. Et après, surtout, moi, j'ai découvert que j'arrivais à bien à accompagner la personne ensuite dans la pratique. Tout comme en vrai, j'arrive à aider les gens à mieux piloter, Oui. je me suis rendu compte que sur les simulateurs, petit à petit, j'arrive à les aider à prendre possession de leur simul. Justement, comment tu arrives à faire en sorte qu'un pilote puisse gagner de l'expérience, de la performance plutôt, grâce à la simulation? Est-ce que tu as des détails, quelque chose? En fait, si tu veux, donc juste pour terminer ce que je te disais juste avant, il y a le fait de s'être mis à conseiller les gens. Et donc maintenant, c'est ce que je fais. Alors moi, qu'est-ce que le simulateur apporte pour répondre à ta question? C'est qu'en fait, les gens qui ont un simulateur chez eux, par exemple, comme les gens qui font du track day ici, déjà, ils peuvent rouler quand ça leur manque de rouler. Ils peuvent préparer une sortie circuit. Et pour ce qui est de la progression, pour moi, la progression, elle vient surtout de quand ils se mettent à faire du sim racing compétitif. D'accord. Tant que tu roules dans ton coin, tu ne progresses pas aussi fort que si tu te confrontes à la compétition. Quand on parle de sim racing, en fait, c'est qu'il y a le fait de rouler sur un simulateur comme tu prendrais de la voiture pour aller te balader. Oui. Tout ce que tu vas faire tout seul sur un simu va te faire gagner, bien sûr, de l'expérience, etc. Mais en vrai, la seule fois où vraiment tu progresses, c'est quand tu cherches à être plus vite que d'autres êtres humains, tout aussi passionnés que toi. D'accord. Donc d'aller plutôt vers du sim racing compétitif en multijoueur, ça aide à dépasser tes propres limites. Concernant le matériel n'est absolument pas quelque chose d'indispensable pour être plus vite que les autres. Le matériel va te permettre de mieux faire, de prendre plus de plaisir et à être performant. Mais il y a des gens qui sont plus vite que toi et qui ont un matériel moins bien que le tien. C'est comme en vrai. Tu mets Sébastien Loeb dans une 106, il va aller plus vite que toi. Par expérience aussi, par... Il y a plein de choses. La qualité du matériel, par contre, va jouer un rôle très important dans le plaisir que tu prends à agir sur tes commandes, dans les sensations que tu as et donc le plaisir que tu prends à piloter en virtuel. Alors justement, par rapport à tout ça, comment aujourd'hui tu juges le réalisme via la simulation? Je ne parle pas de réalisme, je parle de vraisemblance. Chez moi, c'est une nuance. C'est-à-dire que ce qui compte, c'est que tu aies le sentiment que tes inputs, tes actions provoquent des bonnes réactions. Et donc que ça, ce soit corrélé, vraisemblable, logique. Ce qui fait que un simulateur est réaliste ou pas, c'est assez amusant comme thème. Parce que la plupart des gens qui jugent du réalisme d'un simulateur n'ont jamais conduit en réel. Donc déjà, c'est comme si quelqu'un qui n'était pas vigneron parlait de vie. C'est pas normal.
Par contre, il y a des comportements de véhicules que tu observes en simulation où quand tu connais le réel, tu peux dire ça c'est vraisemblable. D'accord. Tu vois ce que je veux dire? Vraisemblable au sens ça me paraît logique, ça me paraît normal. Et faut pas oublier que à la base un simulateur c'est que des maths, du code, Oui. qui a pour but de modéliser le comportement d'un véhicule en mouvement soumis à la physique, etc. Donc en vrai, ce que je sais de ça aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas vraiment de bons et de mauvais moteurs physiques. C'est que là aussi, il y a des programmeurs qui parfois rendent des valeurs qui leur paraissent bonnes, D'accord. mais ils n'ont aucune expérience du réel. Donc c'est pour ça qu'il y a des jeux des fois qui sortent et qui sont pas vraisemblables. Et puis après, correction, intervention parfois de consultants extérieurs, leur dire mais mec, ça bloque pas à cette vitesse-là, cette voiture. Ça décroche pas comme ça, et qui change les valeurs et qu'on arrive à quelque chose de plus vraisemblable. Ouais, on a justement, il y a moins d'idées reçues, je pense, du coup, sur ces sujets-là. Ce qui est détonnant, c'est que pour moi, le simulateur, c'est quelque chose, quand tu l'as dans une maison, pour moi, c'est avant tout un objet extrêmement personnel. Pourquoi? Parce que ton simulateur, tu vas régler dessus les commandes d'une manière qui te convienne à toi. Donc le retour de force, la course des pédales, la position du siège, le champ de vision, la distance au volant. C'est très personnel. Oui. C'est beaucoup plus configurable un simulateur qu'une voiture. Dans ta voiture, tu peux pas choisir le retour de force du volant. Donc en fait, ça devient un objet extrêmement personnel. Et quand en fait, il devient un objet personnel, ça te va ensuite comme un gant. Quand ton simulateur devient vraiment le tien, là tu touches du doigt quelque chose que moi je trouve absolument exceptionnel. Parce qu'après, honnêtement, quand tu as un simu à la maison, même statique, tu as des commandes qui sont bien positionnées, bien réglées. Tu te mets à la limite même un casque de VR sur la tête, tu es à 90% de l'expérience réelle, c'est-à-dire que tu es dedans quoi. Oui. Le seul problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui essayent des simulateurs qui sont mal réglés, qui à la rigueur, même s'ils sont pas mal réglés, ils sont pas finement réglés pour eux. Et donc, comme si tu jugeais le karting à l'expérience unique du kart de loc. Le kart de loc, c'est génial, hein. Mais Oui. après, le vrai karting de compète, c'est exceptionnel. Donc en fait, il faut juste comprendre qu'un simulateur, pour moi, c'est un objet personnel qui a tout intérêt à être vraiment adapté à toi dans les réglages. D'accord. Et qu'à ce moment-là, tu touches du doigt quelque chose d'exceptionnellement agréable à rouler et qui t'apporte beaucoup de satisfaction. Voilà. Ce qui fait qu'aujourd'hui, Sim Racing, en fait, ça peut aider à former de vrais pilotes. Ça, c'est le thème habituel et ambiant. Oui. Pour moi, c'est un super outil pédagogique pour travailler la technique de pilotage. Moi, je l'utilise en tant que moniteur. Il y a des gens que j'invite à venir bosser sur mon simu chez moi pour les faire travailler sur des thèmes qui sont parfois plus longs à développer et plus risqués à travailler. D'accord. Et donc, tu gagnes du temps et tu limites les risques. Si quelqu'un, tu veux lui apprendre à faire du talon pointe, vaut mieux l'apprendre sur simulateur. Vachement plus facile. Si tu veux l'apprendre à gérer l'auto à la limite, dans un circuit où les rails sont proches, ben, tu vois, apprendre à passer le virage 7 au Paul Ricard, vaut mieux apprendre à le passer sur simu, parce que si tu dribbles au virage 7 au Paul Ricard, tu l'as détruit la caisse. Ça, c'est un super outil pédagogique, d'accord? D'accord. Donc, associé à un bon instructeur, ça peut faire des super résultats. Par contre, de dire, les pilotes de demain, on va les trouver sur simulateur, c'est à la fois oui et faux, parce qu'il reste quand même une réalité. Gravir les échelons du sport automobile, ça reste toujours un budget énorme. Mais bien évidemment que grâce au sim racing, on peut voir des talents qui n'avaient pas forcément capacité à être détectés auparavant. Et ces talents-là, si on les inscrit dans une progression dans le réel, peut-être qu'ils peuvent être les grands pilotes de demain, absolument. Mais je trouve que c'est un peu toxique, perso, de vendre des simus en disant « tu vas devenir pilote grâce à ça ». C'est pas vrai. Et c'est trop utilisé. Par contre, je crois que le simulateur, il permet de faire un trajet dans l'autre sens. C'est-à-dire, j'aime conduire et j'ai aimé conduire. Ça me manque. Tu peux proposer à des gens qui ont déjà conduit, oui, même en roulage loisir, des machines qui, installées chez eux, leur permettent de prendre du plaisir à 80% celui qu'elles avaient en vrai, chez eux quand ils en ont envie, comme ils en ont envie. Et pour moi, le simulateur, il a autant de potentiel dans les deux sens, mais d'un point de vue purement réaliste et beaucoup plus honnête intellectuellement, je pense que la panacée du simulateur, c'est de le considérer comme quelque chose qui permet de rouler où je veux, quand je veux, comme je veux, autant que je veux, ce que je veux, avec un coût supplémentaire nul. C'est-à-dire qu'une fois que tu l'as, tu as ton téléporteur à la maison. Et c'est pour moi, c'est ça la vraie magie du sim. On soit plus abordable que ce genre de véhicule. Et je trouve ça, voilà. Mais par contre, bien sûr, regarde, comme en avion, moi j'ai un copain la semaine dernière, on se croise sur Discord, il était en train de bosser sur Flight Simulator parce qu'il lui passe la licence. Oui. Et lui, il s'est mis une règle, pour 1 heure de cours réel, je fais 3 heures virtuelles à la maison. Et je voyais à la radio parler à la régule et tout. Donc en fait, bien sûr que la simulation permet la préparation et l'entraînement. On forme les pilotes d'avion sur des simulateurs, les astronautes sur des simulateurs. Donc on peut former des grands pilotes du réel sur simulateur, évidemment. Mais de là à dire acheter des sims, vous allez devenir Lewis Hamilton, c'est faux. Tu as des conseils
pour quelqu'un qui voudrait se lancer par exemple en sim racing, quels conseils tu pourrais donner aujourd'hui? Bah déjà, ce qu'il faut, c'est se lancer. C'est la première chose à faire. Et de se lancer comme on peut. C'est-à-dire que ce qui compte, c'est de se retrouver le plus vite possible avec un volant et des pédales. Et un truc pour s'asseoir dedans qui permet que quand on freine, elle bouge pas, tout ça. Et il faut y aller en fait. Parce qu'il n'y a que en y allant, tu vas comprendre l'intérêt que ça a et prendre feu. Le geste est personnel, donc après on a Faut y aller. Et après, c'est vrai, moi j'ai souvent des gens qui passent de j'ai rien à j'ai le top. Là, moi j'ai vachement de boulot parce que faut que j'apprenne tout en fait. Mais ce qui est génial en y allant petit à petit, ce qui est souvent le cas des gens qui se débrouillent tout seuls, c'est que du coup tu gravis les marches petit à petit. Tu vois, tu commences avec un châssis, quel qu'il soit, un volant, des pédales, quelles qu'elles soient. Tu refais ton expérience, tu ajoutes éventuellement un levier de vitesse si tu as envie d'avoir ce type de fonction, un frein à main. Puis après un jour tu dis je vais changer mon volant, tu le revends, tu fais un heureux. Par contre, ce qu'il faut, c'est essayer de faire des choix qui n'obligent pas à trop perdre d'argent et de temps. Souvent le châssis, pour moi il y a passé du châssis temporaire, genre un playseat, un truc comme ça. Quand tu fais un châssis fixe, par contre, c'est important que tu dises voilà, j'aimerais bien ne jamais avoir à le changer celui-là. Je parle d'un châssis rigide, fixe, tu vois. Et c'est comme les fondations de ta maison, tu vois. Oui. Tu t'occupes de la déco, mais elles sont faites. Donc je pense qu'il faut à un moment donné consacrer du budget au châssis. Et après, les périphériques, ce qu'il y a bien, c'est que c'est mix and match, tu vois. Tu peux toujours améliorer, acheter des pièces. C'est ça. Et le vrai conseil, c'est le plus vite possible quitter l'univers de la console et aller sur PC. Le budget n'est pas forcément tout à fait. Ça dépend de ce qu'on veut aussi. Si on sait sur les plaisirs. En vrai, la différence c'est telle. J'ai pas dit qu'il fallait pas y aller. J'ai fait aussi de la console au début. Oui. J'ai dit qu'il faut en sortir le plus tôt possible. Les jeux PC sont quand même conçus pour fonctionner sur tout un tas de machines différentes. C'est-à-dire que même si t'as pas la machine la plus puissante, tu peux facilement ajuster les paramètres pour que ça fonctionne. Ça tourne. Et en plus, il ne faut pas oublier qu'un PC, sa puissance, elle est avant tout liée à la résolution de l'écran que tu utilises. Pourquoi tu crois que ta PlayStation, elle tourne bien? Parce qu'elle tourne sur un écran qui a un nombre de pixels qui est ridicule par rapport à un ultra-wide ou quoi que ce soit. Le PC, en fait, n'est pas forcément si cher, du moment qu'en face de ce PC, tu mets un écran qui n'a pas une taille inappropriée à sa puissance. Ok, je vois le... Tu prends un PC, je le branche sur ta télé, même un PC à, entre guillemets, un prix accessible, détruit une PlayStation. Tu comprends? Ce qui fait la perte de la PlayStation, c'est que tu la vois toujours sur un écran où tout était bien prévu, la même proportion, etc. Donc forcément, elle mouline. Mais c'est parce qu'elle fait un truc qui est très spécialisé. Le PC, lui, il doit s'adapter à tous les environnements. Moi, sur ma machine, j'ai besoin d'un PC puissant parce que je fais de la VR avec beaucoup de résolution de ça. Mais regarde, si tu mets un playseat devant une télé, à la place d'une PlayStation, t'as pas besoin d'un très gros PC pour ça. Pour commencer en tout cas. Après, ça peut s'améliorer toujours avec les proposants. C'est surtout que ta télévision, elle va pas manger beaucoup de pixels, tout ça, donc ça va tourner. Alors, je change de sujet. T'as déjà fait de la compétition? Alors moi, j'ai pas... Alors Sim Racing, moi, oui. Alors j'ai pas fait de compétition en vrai. Dans le monde réel. Mais non, par contre, en Sim Racing, nous, on fait souvent des compètes sur e-racing. D'accord, donc le jeu officiel, dédié aux compétitions officielles. En fait, ce qui se passe, c'est que sur PC, comme d'ailleurs sur console, tu as ce qu'on appelle le multijoueur. Et sur PC, tu as accès à un jeu, par exemple, qui s'appelle e-racing, où c'est quand même, à mon avis, ce qui simule le mieux la compétition automobile dans sa globalité. Ce que c'est que de devoir être plus vite que les autres à un moment donné. Et ça fonctionne super bien et il y a un haut niveau d'opposition. D'accord. Et c'est hyper stimulant et c'est aussi hyper addictif. Bah j'imagine. Et est-ce qu'il y a une course justement qui t'a marqué Elles ont toutes été intéressantes parce qu'elles nous ont toutes fait vivre des émotions. C'est-à-dire qu'on a des souvenirs. C'est ça qui est fou. C'est qu'on a des souvenirs de bêtises ou de réussites, mais des souvenirs. C'est ça qui est chouette là-dedans. Mon meilleur, c'était qu'à Portimao, j'ai réussi à faire à la qualif, à battre mon meilleur temps absolu. Et ça, c'était super satisfaisant parce que c'est quand tu dois délivrer la performance que le défi est vraiment là. Et quand tu le fais devant tes copains avec qui tu as préparé la course et qui sont contents qu'on positionne la voiture bien sur la grille et qui savent aussi que tu as sorti mieux que ce que tu avais sorti, ça, c'est des grands moments de satisfaction, de plaisir. Ouais, t'es étonné que t'aies pas un coup de fil de la presse, tu vois, alors qu'en fait, tout le monde s'en fout, quoi. Mais toi, t'es content. Et en plus, savoir que ces courses-là, il y a plein de courses qui se passent au même moment avec d'autres personnes qui prennent aussi du plaisir et qu'en fait, on est juste plein à s'éclater. Alors, est-ce que dans ce type de simulation, tu ressens le truc par rapport à la réalité qu'il y a plus de, on va dire, plus de batailles, plus d'enjeux? Les gens ont dû chercher à batailler, à limite coller. Alors en fait, ce qui se passe, c'est que prenons le cas d'e-racing, tu as un système d'évaluation où est ton pilotage qui repose sur deux facteurs. Un sur la sécurité de ta conduite, l'autre sur ta performance relative aux autres. Système qui est copié par tous ceux qui arrivent et qui veulent faire du compétitif. Ce système marche vachement bien parce qu'il oblige les gens à piloter propre. Oui, genre pas perdre le contrôle de la voiture, soit à rouler dans l'herbe,
pas avoir de contact. Et en même temps, la performance relative, elle fait ce qu'on appelle du matchmarking, c'est-à-dire qu'en fait, si tu as un certain nombre de points, Oui. tu vas te retrouver face à des gens qui ont le même nombre de points que toi. D'accord. C'est tellement bien fait que des fois, tu te retrouves au départ d'une course avec le numéro 14, qui veut dire que tu as le 14e indice de performance de la grille. Tu fais ta qualif Oui. et tu es 14. Donc ça marche vachement bien, parce qu'en fait, tu es vachement bien classé, tu vois. Oui. Et donc, tu te retrouves face à des gens qui conduisent souvent comme toi. Donc quand tu débutes sur les racing, tu es face à des gens qui conduisent pas très très bien, ils font plein de bêtises, comme toi. Et puis toi, au fur et à mesure que tu deviens meilleur, tu te retrouves face à des gens qui font moins de bêtises. Et donc, il y a vraiment une sélection. Et c'est comme, je pense, si tu fais le parallèle avec le monde réel, je pense que si tu te fais une petite course amateur avec des gens qui ont tous loué des petites voitures faire la course, ils vont se mettre des coups de porte dans tous les sens. Et tu regardes ce qui se passe en Formule 1 où les mecs, dès qu'ils font le moins de bêtises, ils se font sanctionner. Oui. Tu vois bien que plus on monte de niveau en motorsport, plus les bagarres sont propres. Tu vois la même chose en sim racing. J'ai une dernière question pour toi. Comment tu vois évoluer le sim racing de demain? Ma vraie vision, c'est que moi, ne serait-ce qu'en tant qu'instructeur, aujourd'hui, je fais principalement des prestations dans le réel et ponctuellement sur simulateur. Je pense que dans 10 ou 20 ans, les instructeurs travailleront à mi-temps entre le réel et le virtuel. Parce que le réel va coûter de plus en plus cher. La contrainte économique, écologique, etc. va devenir de plus en plus pesante. Les gens vont avoir de moins en moins de temps pour s'adonner au réel. Et quand ils le feront, ils voudront le célébrer. Ils voudront l'aborder en profitant, en prenant du plaisir et tout. Et donc, je pense que le sim racing va occuper beaucoup les instructeurs. Ils vont bosser sur simulateur. Et puis que les gens, comme ils pourront moins rouler en réel, ils vont vouloir rouler chez eux. Merci en tout cas pour tes histoires. Merci à toi. Merci d'avoir suivi cet épisode de Piste ouverte face à face. On se retrouve bientôt pour une nouvelle rencontre au cœur du sport automobile. À très vite pour une nouvelle immersion.